Je voulais vous indiquer que l'UNAFAM, bon, beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une association qui a plus de 55 ans, qui a été créée à la fin de la période asilaire pour soutenir les familles désorientées par les troubles psychiques de leurs proches. Donc elle apporte de l'écoute, de l'entraide, du soutien, de l'information aux familles. Sa vocation initiale, c'est les familles. Elle milite aussi pour une meilleure prise en charge de l'hôpital dans la cité des personnes vivant avec des troubles psychiques. Bon, nous avons modestement que 14 500 adhérents. C'est une association nationale qui se déploie dans les départements et les régions. Donc on a 100 délégations départementales et 13 régionales. Quand on sait que il y a 2,3 millions de personnes en file active dans les hôpitaux publics pour la psychiatrie. Donc vous voyez qu'il faut qu'on reste modeste, d'accord? Et nous essayons de l'être. Alors, pourquoi on m'a sollicité? Je prends là ma casquette d'administratrice nationale qui m'a permis d'avoir une vue globale de notre recherche sur l'observatoire. Nous avons créé en fait trois observatoires de bonnes pratiques, trois recueils. On a commencé par les soins. On a commencé par les soins, la prise en charge psychiatrique en 2015. Ensuite, on est passé à l'emploi. Et en 2017, donc, on a été sur les bonnes pratiques logement accompagné. Alors, à l'époque, bon, on parlait un peu d'inclusif, de logement inclusif, mais pas. Bon, le concept n'était pas très stabilisé. Bon, enfin, l'idée d'ailleurs, c'est quand même du logement partagé ou pas dans la cité. Et accompagné surtout. Nous, c'est notre seul slogan, un logement sans accompagnement pour un certain nombre de personnes, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas, qui n'aura pas de suite, qui ne fera pas faire un pas citoyen à la personne. Alors, donc voilà comment se présente notre petit document. Ce document, il a été mis, paraît-il, dans vos clés USB. Enfin bon, vous pourrez l'avoir. C'est un document, il a eu un certain succès et il est plus disponible sous format papier. Je ne peux plus vous donner, voilà. Mais il y a quand même, voilà, pour ceux qui veulent le faire, presque 100 pages. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec cette démarche? Nous avons demandé à nos délégations départementales, c'est la force de notre réseau bien sûr, de nous remonter les bonnes pratiques qu'elles avaient pu repérer, ou des pratiques emblématiques, ou des bonnes pratiques innovantes. Et nous avons eu 40 remontées, nous en avons sélectionné 32. Voilà, qu'on a regroupé en 8 catégories. Bon, ça a déjà été dit. Voilà. Alors, voilà, donc vous aurez, soit vous pouvez aller sur le site de l'UNAFAM qui va être rénové parce qu'il est pas très agréable, mais on a enfin trouvé de l'argent pour le faire. Ou si vraiment vous ne trouvez pas les documents, vous pouvez demander à notre chargé de mission Grand Est. Vous avez le mail là pour obtenir le document numérique. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse surtout là, c'est évidemment de voir, enfin, de s'interroger sur
les constats, les réflexions qu'on peut tirer de toutes ces remontées. Il n'est pas question de vous lister les 32 fiches, ça n'a pas d'intérêt. Et quand on voit le document dans son ensemble, enfin bon, moi quand j'ai exploité les fiches, on les a classées, enfin bon, bref, il y a quand même deux choses qui me sont remontées, qui m'ont paru évidentes. C'est il y a une démarche qui est issue de l'hôpital, hein, et il y a une démarche qui est issue du monde du médico-social, plus ou moins poussée par les familles, mais parfois le médico-social n'a pas besoin des familles pour avoir une bonne réflexion. Voilà. Et donc je vous propose après de voir ce qu'on peut retenir de ces initiatives. Alors, sur le rôle joué par les hôpitaux, qu'est-ce qu'on va voir dans le document? On va trouver différents types d'accompagnement, avec de logements accompagnés. Les appartements de post-cure, c'est assez historique, enfin bon. Des appartements thérapeutiques, des appartements associatifs, des cellules de coordination logement. Bon, ça veut dire que dans tous ces dispositifs, cet accompagnement-là est fortement axé sur les soins. Il est destiné aux personnes donc connaissant des hospitalisations récurrentes, vivant avec des troubles sévères, mais allant vers une stabilisation. On doit se féliciter que certains hôpitaux en charge de la psychiatrie se soient préoccupés, et parfois depuis très longtemps, du devenir de leurs patients dans la cité, une fois passé le temps de soins de crise. Les équipes médicales et soignantes se sont interrogées sur les conditions d'hébergement et de logement de leurs patients et ont réfléchi à la nature et à l'intensité de l'accompagnement qu'elles pouvaient assurer pour permettre aux patients d'investir un espace de vie privé dans un ensemble souvent collectif. Alors les appartements de post-cure, donc je vais vous donner quelques exemples que vous pourrez retrouver sur le document. Nous avons des choses très soutenantes, dans les post-cures, dans les appartements thérapeutiques. Il y a beaucoup de personnel qui est diversifié. Psychiatres, infirmiers, psychologues, éducateurs parfois. Souvent, une association très liée à l'hôpital assure la gestion des admissions, l'élaboration des contrats de soins, l'organisation, la collecte des loyers. Chose que certains d'entre vous du médico-social font. Alors, quelques exemples. Donc, Saint-Herblain, dans le 44, une association gestionnaire d'un service de post-cure liée à l'hôpital La Chicotière, 18 personnes à Paris, association de santé mentale du 20e arrondissement, financée par l'hôpital Maison-Blanche, 16 personnes. Ou encore un dispositif soigné chez soi à Rouen, porté par le CMP du CHR de Rouvray, 18 personnes. Alors là, le CMP, il a carrément eu des appartements au-dessus du CMP. Donc vous voyez, il y a là une espèce de... On couve un peu, quoi. Hein. Bon, enfin, financièrement, ces montages sont réalisés grâce à une dotation de l'hôpital ou à la mise à disposition de personnel. Dans ces dispositifs, on comprend qu'il s'agit d'un prolongement du sanitaire qui fait un pas vers la cité. Alors, deuxième constat. Alors là, dans la slide, il y a aussi des choses intéressantes qu'on a trouvées dans la Sarthe, à Allonne. Cellule de coordination de l'établissement public santé mentale pour 30 personnes. Là, ils essaient de dépasser le problème de la sectorisation, parce que là aussi, c'est quand même un petit handicap quand on veut s'occuper du logement de ces patients. Si on est dispersé par secteur,
c'est pas très efficace. Alors, autre démarche, c'est celle, le rôle tenu par les associations, qui d'entrée de jeu ont un objectif de réhabilitation sociale et de citoyenneté qui est très affirmé. Hein. C'est pas, on va au-delà du soin, on veut que la personne fasse un pas vers la citoyenneté. Alors nous avons des exemples. Oui, voilà. Excusez-moi, je ne sais pas trop comment. Nous avons des formules. Alors là, moi, ça m'a fait un peu de peine, mais j'ai été obligée d'analyser les choses en fonction des financements. Parce que là, nous allons toucher du doigt, évidemment, les difficultés que certains d'entre vous connaissent si ils ont voulu innover dans ce secteur. C'est que la difficulté de trouver des financements stabilisés. Alors dans le premier exemple, nous avons Route Nouvelle d'Alsace à Strasbourg, une très belle association, fondée d'ailleurs par des psychiatres à l'origine, avec son service qui s'appelle SAFA, service d'accompagnement en foyer et appartement. Alors vous voyez, il y a la notion de foyer et ils ont glissé aussi vers les appartements. Alors, ils sont agréés pour suivre 30 personnes dans des appartements associatifs en colocation et dans des logements individuels. Les professionnels intervenants sont des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale. Les personnes bénéficient d'une orientation MDPH, on est dans le circuit officiel. Le financement est stabilisé par une dotation prix de journée du conseil départemental. Ça, voilà. Une fois qu'on a le financement du conseil départemental, je crois qu'ici on est très ouvert, mais c'est pas partout, hein, je vous le dis, eh bien, on va dire que les dispositifs sont sauvés. Hein, voilà. Alors on a un exemple de foyer éclaté, l'étape à Nantes, avec 200 places. Hein, là, ça c'est une grosse affaire. Et là c'est pareil, les professionnels, alors là les professionnels sont plutôt des éducateurs et il y a un financement au prix de journée alloué par le conseil départemental. Donc vous voyez, deuxième fois, le rôle important du conseil départemental. On va quelques petits exemples de résidence accueil, mais comme il va y avoir un petit débat tout à l'heure. Bon, vous savez que les résidences accueil, nous, on y tient beaucoup. Hein. On a eu un plan de 5 ans. On a eu peur que, comme c'était la fin du gouvernement précédent, on s'est dit, oh là là, ça va disparaître à la trappe. Bon, il semble que non. Mais il faut qu'on lutte quand même, parce que on est sur le champ plus de la précarité, voilà. Et c'est la cohésion sociale qui finance, 16 € par jour et par personne, comme vous savez. Bon. Donc, c'est des dispositifs qui nous paraissent extrêmement intéressants. Avec l'idée d'avoir un logement, souvent c'est des petits studios, mais qui sont groupés ou à proximité. Hein, et comme disait le docteur Emmanueli, ça permet d'être seul, mais aussi en communauté. Donc je laisserai les personnes qui vont parler des résidences accueil tout à l'heure, de leur exemple local. Mais vous savez que ce qui est important, c'est qu'il y a des animateurs qui sont pour la vie collective, et ensuite, évidemment, les personnes se gèrent dans leur studio. Alors, nous avons aussi... voilà. Okay. Nous avons des formules avec des financements plus aléatoires. Là, voilà, ça on commence à mettre le doigt sur ce qui fait mal. Nous avons une très belle formule qui a été inventée par les UDAF. Hein. Donc je vois qu'il y a presque une vingtaine d'années. Hein, il y a la Marne, il y a peut-être le Haut-Rhin, enfin voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans la même veine.
Donc, l'idée, c'était, les UDAF avaient en charge des personnes sous des majeurs protégés qu'elle suivait, et elle a bien compris que ça ne suffisait pas. Fallait organiser un logement, un accompagnement, etc. Donc elles ont inventé ce beau système de famille gouvernante. C'était l'idée d'offrir en sous-location quelques logements partagés, répartis dans des immeubles ou dans des pavillons, aux personnes qui souhaitent cohabiter et qui avaient besoin d'un accompagnement renforcé par des gouvernantes. Alors, ils ont beaucoup galéré, hein, les UDAF. Hein. Ils ont recherché des dotations exceptionnelles. Bon, l'État, souvent, tous les 3 ans, invente un système. On peut émarger, enfin bon, voilà. Mais c'était pas pérenne. Et je sais que, par exemple, dans la Marne, qui est plus proche de là où j'habite, le conseil départemental a fini par allouer une dotation très importante pour les familles gouvernantes et la coordination des professionnels. Voilà. Donc c'est très important ça. Dans d'autres départements, alors c'est plus aléatoire. Il y a des montages financiers qui reposent sur l'accord de PCH et du Maine, alloués par les MDPH aux personnes entrant dans le dispositif et mis en commun de 30 à 40 heures de leur PCH par mois. Donc je pense que c'est un système qui est le vôtre, hein, je pense. Hein, voilà. Cette PCH mutualisée permet d'assurer le salaire des gouvernantes. On voit d'autres montages où il y a des ARS locales qui donnent un petit peu d'argent. Voilà. Donc vous voyez, là, ce ne sont pas tout à fait des financements stabilisés. Ils ne sont pas dans un tuyau d'or, mais c'est vrai que une fois qu'on est dans un tuyau, c'est peut-être plus facile pour la gestion, mais c'est moins facile pour les coopérations. Un autre exemple à Saint-Nazaire, un dispositif. Alors là, un dispositif qui a utilisé le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Donc ça, c'est que 3 ans, c'est encore toujours aléatoire. Et avec des crédits aussi de la Fondation de France, des crédits de politique de la ville. Vous voyez le travail, enfin je ne sais pas, peut-être que vous le vivez déjà, que peuvent faire les associations du secteur médico-social pour arriver à faire des montages qui tiennent. Alors, le dernier dont je voudrais vous parler, parce qu'il est tellement bien, c'est Côté Cour, voilà, au Havre. L'association Côté Cour au Havre est agréée pour 112 places, elle a 68 salariés, enfin c'est une belle association. Elle est tellement belle qu'on a proposé à Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées de venir la voir. Et comme elle allait au Havre le vendredi dernier, voilà, on y est allé pour lui montrer ce dispositif, qui est un dispositif intégré. Quand je dis intégré, vous avez, vous verrez dans le document, vous avez pour moi, il y a aussi Besançon, avec la psychiatre Besançon, qui fait aussi, qui a cette approche complètement intégrée. C'est-à-dire, dans l'association, on va avoir toute une palette de services qui vont pouvoir permettre d'assurer le parcours de vie aux personnes. Hein, c'est très important parce que, évidemment, on n'est pas allé chercher des collaborations avec Pierre ou Paul qui veut bien, qui n'a pas le temps, etc. Voilà. Donc, cette association, elle a un SAMSA, elle a un SAD, elle a un GEM, elle a des logements accompagnés avec diverses approches. Elle fait même du logement accompagné pour des jeunes sortant de l'ASE de plus de 18 ans, vous savez, qui ont des troubles psychiatriques. Donc c'est vraiment remarquable, et c'est pour ça que on a voulu montrer tout ça à la ministre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces initiatives? Alors, moi, je dirais d'abord qu'il y a beaucoup d'antipathie. Non, pardon. Ah, ça réveille la salle. Hein. D'empathie. Beaucoup d'empathie de la part des intervenants pour les patients ou les résidents. C'était pour vous redynamiser. C'est réussi. Voilà. Que ce soit, franchement, que ce soit les soignants, que ce soit les acteurs du médico-social, ceux qui y sont allés, c'est parce qu'ils trouvaient que c'était extrêmement utile et qu'ils avaient cette ouverture de l'esprit et du cœur, je pense. Hein. Alors, la question qui se pose quand même, c'est notre sociologue tout à l'heure a un peu abordé ce sujet. Hein. C'est le positionnement après du médico-social, du sanitaire. Où sont les limites, où sont les frontières, qui doit faire quoi, comment mieux se coordonner. Hein. Je pense qu'il faudrait clarifier ou réinventer le champ d'intervention en matière d'accompagnement entre l'hôpital et le médico-social. On a pu aussi voir qu'il y avait beaucoup d'initiatives innovantes. Il n'y en a que quelques-unes qui ont été remontées parce que notre approche n'est pas une approche scientifique dans la mesure où on n'a pas obtenu de toutes les délégations de l'UNAFAM des remontées. Donc c'est une approche simplement d'acceptation des délégations. C'est du volontariat, voilà. Donc il y a des trous, il y a des trous dans la raquette et notre idée de toute façon, c'est de faire en continu. C'est pour ça que sur notre site UNAFAM, il y a un onglet observatoire et nous avons la possibilité de rentrer continuellement de nouvelles fiches, de nouveaux exemples. Bon, ils sont filtrés avant, où on regarde, on les met en forme, etc. Mais, vous voyez, c'est cette idée que y a toujours des choses qui se passent et il faut absolument les remonter, que les bons exemples puissent être copiés par certains d'entre vous. Alors, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est quand même les aléas financiers. Et les aléas financiers, les problèmes réglementaires, c'est quand même très compliqué, hein, vous le savez très bien. Pour l'instant, nous n'avons pas de vraies réponses vraiment organisées. Alors, faut-il une réponse unique? Je ne pense pas qu'il faille une réponse unique, mais il faudrait quand même ne pas épuiser les professionnels ou les familles qui poussent à l'ouverture de services ou de logements accompagnés par des réglementations très tatillonnes. Nous avons un problème récurrent, c'est la PCH pour les malades, les personnes handicapées psychiques. Tous les départements ne l'accordent pas, loin de là. Donc, moi, je veux bien mutualiser la PCH, mais si on n'a pas la PCH, on ne mutualise rien. Hein. Donc, on essaie de faire bouger les lignes, c'est extrêmement difficile, mais c'est quand même très ennuyeux parce que on voit que avec la PCH mutualisée, on fait un pas vraiment dans l'accompagnement. Et en plus, pour les contribuables que nous sommes, puisque nous finançons tout ça finalement, c'est quand même moins cher. Une PCH entre 20 et 40 heures par mois, ça coûte beaucoup moins cher qu'une institution, on le sait. Je dirais qu'en conclusion, il y a quand même, bien sûr, on valorise les réussites, mais il y a beaucoup de choses qui montrent que les prises en charge sont loin d'être suffisantes. Alors, on peut parler du sanitaire qui
qui vit assez mal en ce moment. Et puis, le médico-social, je sais très bien qu'il est déstabilisé par cette idée de désinstitutionnalisation. Hein. Mais je pense que c'est un nouveau défi. Nous, on est très pour. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup déjà de place en institution pour les nôtres. Alors donc, mais il faut que ça soit fait avec intelligence. C'est pas, voilà. Nous, on pense vraiment que la cité, c'est vraiment le lieu où les personnes peuvent s'épanouir, mais à condition qu'il y ait vraiment cet accompagnement très précieux qui doit être modulé. Il ne faut pas qu'on soit dans des processus industriels, tout le monde au même tarif, etc. Ça, c'est terrible. Et il y a un espace où il semble qu'on puisse faire beaucoup, mais il y a beaucoup à déréglementer. C'est les services d'aide à domicile qu'on peut essayer de monter en capacité de coordination, de savoir-faire. Nous, on travaille avec un organisme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Andéo, et on voudrait bien réussir à trouver des solutions nouvelles et innovantes pour les personnes à domicile. Tout ça doit se faire aussi sur le terrain, sur le territoire. Il faut que les gens se parlent, découvrent tous les savoir-faire qu'ils ont, et pas penser que l'autre ne sait pas ou ne sait pas bien faire. Voilà. C'est les conseils locaux en santé mentale, quand ils sont un peu pratiques, ils arrivent quand même à faire de bonnes, parfois, des belles réussites. Hein. On met tout le monde autour de la table et on trouve des solutions pour les personnes en difficulté psychique qui sont dans la cité et qui vivent mal, leur logement. Hein. Parce que c'est bien d'être logé, mais il faut vivre son logement. Hein. Voici. Daniel Loubier, merci. Si vous voulez bien, Daniel, oui, faire les quelques mètres qui nous séparent. Voilà. Et puis, on va voir la première main qui se lève. Elle est là-bas, dans le fond, madame. Nicole Mitanchet, présidente d'ICAR. Le terme de bonne pratique me gêne un peu. Vous préférez des mauvaises, non ? Justement, je n'aime pas le clivage. Et je pense que l'innovation, la créativité, se cache des fois, se niche plutôt dans le peu visible, dans la remise en question permanente de son acte au quotidien, avec surtout le regard extérieur que peut constituer une personne qui vient nous aider à lire, de faire des boucles de rétroaction pour voir comment on peut améliorer au quotidien, sans que ce soit spectaculaire, l'action que l'on conduit en faveur des personnes accueillies. Je pense aussi que le regard, non pas seulement des éducateurs ou non pas seulement des soignants, mais de toute personne qui est dans l'organisation, j'en profite pour noter que je ne dis pas institution, mais je dis organisation et je distingue les deux. Je fais référence à des concepts d'Eugène Henriquez, mais il serait trop long de le dire ici. Donc on n'est plus ni dans les bonnes pratiques, ni dans les mauvaises pratiques, parce que ça induit le clivage, mais dans quelque chose qui vise à observer de plus près l'éthique que l'on met au service des personnes que l'on accueille, éthique de conviction, parce que les soignants ont leurs convictions, les éducateurs ont d'autres convictions, les personnes elles-mêmes individuellement ont des convictions. Si on l'a sorti de l'éthique de communication, d'échange, y compris conflictualisée, comme le disait tout à l'heure Pascal Solony, éthique de responsabilité aussi, dans quel cadre cela s'inscrit. Finalement, l'éthique de la finitude. J'arrêterai là parce que je ferai référence aussi à un ami
et scientifique Yves Barrel qui disait le chemin c'est le marcheur. C'est pour ça que bonne pratique, ça me... j'ai du mal à l'entendre. D'accord. Par contre, si on fait allusion aux efforts que tout un chacun fait ou que toute organisation fait, là, j'adopte. D'accord. Alors, bon, les bonnes pratiques, il y a même la Haute Autorité de Santé qui s'en mêle. Enfin bon. Donc, moi, ce que je retiens, en tout cas, de votre intervention, c'est qu'il y a du non-visible. Alors, nous, c'est clair, on a essayé de repérer ce qui était visible de l'extérieur. Mais si vous allez après décortiquer les fiches, vous verrez qu'il y a des choses vraiment pointues, quoi. On voit que c'est pensé, qu'il y a un respect des personnes, etc. Tout ça, c'est implicite. Hein. Nous, si on a repéré ces choses-là, c'est que on estime que ça nous paraît fait dans de bonnes conditions d'éthique, de respect de la personne, etc. Donc, après, je peux comprendre, mais l'enjeu, c'est vrai qu'il y a un très fort enjeu d'organisation interne, hein, parce que ça bouscule les choses. Si on veut avancer vers du meilleur, il faut quand même s'interroger, quelle que soit la place où on est, hein. Le soignant, le médecin, l'éducateur, la psychologue, l'aide à domicile, enfin voilà. Après, il y a des problèmes de management. Moi, j'ai vu ce dont je vous parlais tout à l'heure, côté cour au Havre. Bon, je pense que si c'est d'une tenue, c'est vraiment très remarquable. C'est aussi parce que la directrice, elle fait monter tout le monde en compétence, tous les professionnels, quels qu'ils soient, respect des personnes, on écoute les personnes. Enfin, voilà, c'est... voilà, je pense... Moi, je crois beaucoup au management. Hein. Je crois qu'on est un peu défaillant parfois. Et on peut tirer un ensemble de personnes, une institution, un service, une organisation, si le chef est très bon, il le montre et rappelle les valeurs, etc. Hein. Oui, le micro arrive. Pascal Soloni, je voulais revenir sur... vous avez parlé du lien avec les aides à domicile et de la difficulté. On a fait le constat, effectivement, de l'échec dans de nombreuses situations de la prestation de services à domicile. Et on a essayé de voir comment on pouvait faire institution, justement, avec un service. Et en l'occurrence, on a répondu à un appel à projet de la Fondation de France et on a entamé cette expérimentation avec Unidom 21. Et on voit bien comment, ça suppose assez peu de moyens. Alors, on débute, hein, je veux dire, on est au début de l'expérimentation et on a besoin encore un petit peu de recul. C'est pas tout à fait au point, mais très rapidement, on voit bien à partir du moment où on prend du temps ensemble. Mettez la main en haut du micro. Si vous mettez en oui. bas, voilà, parce que l'antenne, elle est en bas. Oui. D'accord. Voilà. Il faut toujours tenir le micro. Pour que l'antenne soit libre. Et je crois que ce qui fonctionne dans ces situations, les temps qu'on peut partager, c'est à chaque fois une certaine façon de mettre l'humanité en partage autour de ces situations. Ce qui est pour moi la définition de l'institution. Alors, sur les services d'aide à domicile, on travaille un peu avec Andéo. J'espère que vous êtes un peu rapprochés d'Andéo parce qu'il y a pas mal de réflexions. Hein. Non, franchement, ils sont vraiment très bien. Hein. Et on voit, ils ont expérimenté un spasade justement à côté court. Alors, ils décortiquent, vous voyez, bon, c'est
un sociologue ou un anthropologue, je sais plus, le directeur de l'observatoire. Bon, enfin, c'est très bien décortiqué. Et ce qu'on voit, c'est que pour monter en compétence un service d'aide à domicile pour des personnes handicapées psychiques, c'est particulier, hein, il faut de la formation et il faut une coopération sur le territoire, c'est-à-dire que l'aide à domicile, elle n'a pas à tout faire. Elle a à alerter, elle sent que bon, ça va pas trop en ce moment, et elle aura un référent à l'hôpital ou CMP, etc. Donc il faut organiser la coordination. Hein, voilà. Donc formation, coordination et meilleur tarif. Hein. Ça, si on reste à 17 €, c'est pas la peine. Hein. Bon, moi je suis très méchante là-dessus. Hein. Je dis ah bah oui, c'est des femmes, on n'a pas besoin de les payer. Bon voilà, c'était ma minute. Mais c'est vraiment c'est très important. Il faut avoir un bon niveau de rémunération pour avoir des personnes formées qui prennent du temps en réunion d'équipe, hein, ça a un coût aussi, les réunions d'équipe, vous le savez très bien. Bon, tout ça, voilà, une collaboration sur le territoire, une collaboration interne avec un chef de service aussi impliqué, c'est pareil, management, hein, ça, on n'y échappe pas, voilà. Juste une précision, le financement de la Fondation de France, il a simplement financé quelques heures de liaison, d'analyse de la pratique, de réunion et de partage. Alors, oui. Donc moi je suis toujours Jacqueline Lavaux, psychiatre au CHF de la Chartreuse. On n'entend rien, c'est pas. Si c'est bon. Moi le terme de bonne pratique ne me choque pas. À partir du moment où on commence à parler de bonne pratique, ça veut dire qu'on se questionne, qu'on réfléchit à ce qu'on fait, et on a besoin dans cet accompagnement de personnes très vulnérables de réfléchir constamment à ce qu'on fait, jusqu'où on doit aller, à quel moment on doit s'arrêter. Et le problème des personnes vulnérables, c'est quand même toujours le risque de la maltraitance, surtout quand on a vu ça à plusieurs reprises, nous, d'accompagnement à domicile avec maltraitance de la personne, et accompagner. Et donc, moi, le terme de bonne pratique me plaît plutôt à condition d'y associer effectivement cette réflexion permanente qu'il doit y avoir pour essayer d'améliorer constamment les accompagnements qu'on propose, et puis surtout, quelquefois, vérifier un petit peu la bien ou la maltraitance de ce qui se passe auprès de la personne. Il ne faut pas s'installer dans les bonnes pratiques. Il faut toujours les mettre en cause. Hein. Et ce sera la dernière question. Oui, moi j'ai retenu simplement, il faut inventer d'autres modes de collaboration. En effet, le service à domicile, nous on travaille sur un projet d'habitat inclusif en lien avec Prodessa. Donc je salue Madame Blum qui est derrière moi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on invente d'autres modes de collaboration. Par contre, il y a la question des financements. Vous évoquiez la question de l'association Côté Court que j'ai visitée. C'est remarquable ce qu'ils font. Mais on ne joue pas dans la même cour entre notre projet et leur projet. En termes de financement, on n'est pas du tout dans le même type de financement et de montage financier. Ils ont des financements pérennes, ils ont des SAVS, ils ont un SAMSA, ils ont plein d'étayages. En tout cas, ils ont construit ça sur un certain nombre d'années. Je pense que on peut pas uniquement. Je pense qu'il faut prendre chaque situation, chaque réalité de terrain, parce que c'est vrai que côté court, moi, il n'y a pas de problème. Si on donne à peu près les mêmes financements, je vais m'éclater. Bon, vous savez, chez eux, c'est un combat. Hein. Vous ne croyez pas que le financement, il leur tombe du ciel. Ils ont la PCH mutualisée, le département de Seine-Maritime joue le jeu. Mais après, quand même. Hein. Alors après, il y a une dimension. Il y a 68 salariés. Ça permet, si vous voulez, ils arrivent à jouer. Il y a un quart de temps, un petit temps là, un petit temps là. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est très acrobatique, hein. Il faut être très optimiste hein, pour être à la tête d'associations de ce type. Bon, je vois aussi que sur le plan partenarial, sur le territoire, c'est formidable. Hein, l'hôpital, les bailleurs sociaux, enfin. Tout le monde, les élus, tout le monde est tout le monde est mobilisé et ça a du résultat. Mais en même temps, imaginez que le département dise non, la PCH pour les psychiques, non, hein.
Fragile. Voilà, tout s'effondre, tout s'effondre. Tant que ce n'est pas, voilà, c'est très lié quand même aux engagements personnels des uns et des autres, hein, à l'ARS. Enfin bon, voilà, il y a toute une, voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, on peut pas éviter qu'il y ait des engagements personnels partout. Heureusement, c'est ça qui fait marcher. Mais enfin, il faut pas que ça soit lié qu'à ça. Voilà. Daniel Loubier, merci à vous. Il est 11 heures.